Bonjour à tous et bienvenue dans la Collegia. Nous nous retrouvons aujourd'hui en Normandie à la rencontre de Paul Lebé, charpentier, qui pratique un art traditionnel qui est celui de l'équarrissage à la hache. Ça fait maintenant 6 ans et demi ou 7 ans à peu près que j'ai fait une reconversion dans la charpente. C'est venu d'un besoin de savoir faire quelque chose de mes mains, à un moment donné de me sentir utile, quoi. Donc voilà, après ça fait 2 ans que je suis installé à Saint-James, dans le sud-Manche. Et ça fait, pour la partie équarrissage à la hache, ça fait à peu près 4 ans que je m'y suis mis vraiment. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de développer en fait, toute cette partie-là de la charpente, notamment du coup grâce à l'association Charpentiers sans frontières, avec qui on fait des chantiers régulièrement. Et ces derniers temps, on a été un peu mis sur les feux de la rampe parce qu'on a reconstitué en fait la ferme numéro 7 de Notre-Dame de Paris à l'échelle 1, tout taillé à la main. Donc ça nous a permis en fait de gagner en visibilité puis en crédibilité, puis de remettre cette technique en fait sous le feu de la rampe. Ouais, grâce à Notre-Dame de Paris, donc on a fait une démonstration de force. Les architectes sont venus voir, ils étaient très émus de voir que ça existait encore, en fait, que c'était possible, parce que pour eux, il n'était plus possible de retailler à l'identique. Ils ont utilisé cette charpente médiévale, effectivement, il y a des traces d'outils, des traces de hache, et pour eux, ça n'allait pas être possible qu'une entreprise, en tout cas, puisse faire ça. Or là, on a montré qu'en une semaine, à 20 personnes, on était capable de refaire totalement cette charpente. Donc on a fait un calcul, sur 7 ou 8 mois, il y a moyen de retailler toute la charpente sans problème. Donc c'est possible quoi. Ouais, carrément. Et c'est ce que je dis régulièrement. Au final, sur Notre-Dame de Paris, le problème, c'est pas la charpente, ça sera un peu la cerise sur le gâteau, parce qu'actuellement, le problème, c'est le feu abîmer les fondations et les pierres. Donc au final, nous, c'est vraiment la partie finition, on va dire, de ce chantier, quoi. Dès mes premiers pas dans la charpente, je me suis dit, mais comment c'est possible, comment ils faisaient avant, comment on fait quand on n'a pas d'essence, comment on fait quand on n'a pas d'électricité. Et en fait, naturellement, on se découvre qu'à l'époque, on faisait effectivement la hache. Qu'en fait, la hache, c'est un outil qui était développé dans les campagnes. On voit bien, même ici, dans les granges, etc. C'est le petit gars de la campagne, il n'a pas une tronçonneuse, etc. Donc, j'ai des gars du coin qui m'ont dit, moi, ils ont vu leur grand-père abattre un arbre le matin et le soir, c'était posé dans la charpente et ça faisait la conf. Et donc, à partir de là, je me suis dit, tiens, comment retrouver ces techniques. Donc, je me suis rapproché effectivement d'associations, j'ai fait des rencontres de charpente. Et aujourd'hui, donc, j'essaye d'intégrer ça à mon métier, avec des techniques, en montrant qu'on n'est pas dans le folklore, et on veut montrer que c'est quelque chose de professionnel, qu'on maîtrise, qu'on n'est pas sur des temps complètement démesurés. Alors bien sûr, on n'est pas des dinosaures, on utilise aussi des tronçonneuses, des mortaises, des achènes, mais en tout cas sur la partie transformation du bois, on veut montrer que c'est viable, on veut montrer que c'est raccord en fait avec des valeurs écologiques, mais même au niveau fourniture, c'est-à-dire qu'actuellement on voit bien qu'il y a une crise au niveau des matériaux. On n'arrive plus à se fournir parce qu'en fait tout a été calibré sur une certaine forme du bois. On veut vraiment de l'OSB, de l'ossature, etc. Et le problème c'est que c'est pas possible, parce que normalement on utilise ce qu'il y a autour de... Quand on voit les granges et les maisons qui ont été faites, on prenait l'arbre de la forêt de pas très loin, parce que ça paraît logique aussi. Donc on essaye de remettre ça au goût du jour, on essaye de montrer que... Alors voilà, c'est pareil, on aurait tendance à penser que tout de suite ça coûte très cher, et au final nous on coûte pas cher, on n'a pas beaucoup de matériel pour la transformation, c'est vraiment les haches, on peut en trouver dans les vides-greniers, on peut en trouver partout. Donc on a un coût faible, en tout cas au niveau de l'outillage. Effectivement on met un peu plus de temps qu'une scierie mécanique, mais ça nous oblige aussi à nous adapter, c'est-à-dire que sur nos chantiers, en général on fait venir les grumes sur place, on transforme le bois et on fait tout l'ensemble, un peu comme au Moyen-Âge on a pu voir, c'est-à-dire que c'est une autre forme de chantier, c'est-à-dire que on fait tout sur place, on transforme la grume, on la passe en poutre, on taille les assemblages et on lève. Donc c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de travailler, mais qui n'est pas non plus, qui n'est pas arriérée, qui est vraiment pas comme je dis, on n'est pas sur le folklore. Puis toi actuellement tu arrives à en vivre et tu es presque compétitif. Complètement. Aujourd'hui on est compétitif avec d'autres entreprises. On a des chantiers qui arrivent sur des granges, sur des halles, et en fait on veut justement utiliser ces chantiers-là pour déjà donner envie, parce qu'au final on voit bien qu'il y a une perte d'intérêt chez les enfants, chez les jeunes, même en CAP, on n'a plus de main d'œuvre, les gens ils n'ont plus envie de faire ça, effectivement les machines c'est sympa mais ça va 2 minutes, et il n'y a plus de valeur en fait. Donc avec ça on a envie que ça redonner envie aux gens, effectivement il y a un côté aussi visuel, sonore, c'est bien plus agréable au final de travailler avec ces méthodes-là. Donc ce qu'on veut c'est que ces chantiers-là en fait soient au-delà de la représentation, ça puisse lancer une synergie, et que derrière on repense les métiers du bâtiment, qu'on arrive à retrouver quelque chose qui n'est pas juste une exception,
standardisation, mais en fait, qui répond à des valeurs et des critères qui sont écologiques, et qui sont logiques au final par rapport au métier. Qu'on voudrait aussi, donc en parallèle en fait, du côté professionnel et de l'entreprise, c'est via une association qui s'appelle Au fil de la hache, proposer des stages pour les professionnels, c'est-à-dire des gens qui seraient intéressés pour changer de méthode de travail et passer effectivement à quelque chose qui correspond plus à leurs valeurs et à leur éthique. Proposer aussi aux architectes, même des particuliers, on n'est pas du tout fermé. L'idée c'est que ce savoir-là se rediffuse, vu qu'il avait disparu et qu'il faut tout réapprendre, c'est le moment que ça revienne au goût du jour. Donc il y a cette partie-là, on a une partie donc, pour les professionnels, une partie plutôt pour les scolaires, c'est-à-dire donner envie aux enfants en fait, tout simplement en leur montrant qu'il y a d'autres façons de travailler, que le travail c'est pas forcément quelque chose qui est une contrainte ou quelque chose une souffrance, tout simplement. Il y a un côté plaisir, on se fait vraiment plaisir, c'est l'idée de base. On travaille, on gagne notre vie, mais on se fait aussi plaisir tous les jours. C'est un bonheur d'aller sur le chantier et de travailler comme ça. Et une autre partie aussi de conservation, de sauvegarde, parce qu'effectivement c'est des savoirs qui avaient disparu. La mécanisation a fait que cette forme de travail à la main avait disparu et qu'il a fallu réapprendre, il a fallu se réapproprier les outils, comprendre comment ça fonctionnait. Au final, on pourrait penser qu'une hache, il y a une utilisation évidente, alors pas du tout, il y a une façon d'utiliser l'outil, une posture à avoir, il y a une appréhension de la matière aussi, parce que c'est pas n'importe quelle hache, on ne va pas arriver en tapant comme ça à la perpendiculaire, il faut comprendre comment fonctionne l'outil, il y a une mémoire du geste du savoir-faire. Donc on a une partie aussi d'aller rechercher ces méthodes-là, d'aller rechercher les outils là où ils ont été mal classés, par exemple au niveau historique, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui sont mal interprétés parce qu'on les classe tout de suite en hache de guerre par exemple. Nous ce qu'on veut c'est montrer qu'il y a un patrimoine qui a été là et comme à la hache polie, la remettre au goût du jour en disant mais non mais en fait il y a toute cette partie-là du travail à la main qui a été présent et effectivement on a ce problème-là avec l'herminette. On a tendance à penser que l'herminette a été un outil extrêmement présent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par cet outil-là. Or, pas du tout. On voit bien qu'en France, c'est la hache qui est. On voit encore des photos de menuisiers de village où ils ont la hache à la main, ils n'ont pas une herminette et ils vont tailler leur arbre qu'ils ont été sélectionnés par exemple, ou dans les forêts du coin. Et donc la dernière partie aussi, ce sera d'aller faire des rencontres dans les EHPAD et justement d'aller chercher les témoignages des personnes qui ont pu être témoins parce qu'en fait, par chance, on a encore quelques traces de cette mémoire-là via des personnes âgées qui vont pouvoir nous dire effectivement voilà, qu'ils ont vu leur grand-père faire ça et qui effectivement taillaient l'arbre le matin et le soir ils l'utilisaient pour faire une charpente. Mais allons voir à quoi ressemble l'équarrissage à proprement parler. Et désolé encore du vent qu'on entendra dans la vidéo. L'équarrissage se passe en plusieurs étapes. Une fois la gomme choisie en fonction de sa destination dans la charpente, l'artisan vient tracer sa section par bout de la gomme. La gomme est écorcée afin de pouvoir tracer un coup de cordeau, reliant les deux faces tracées par bout. Paul va ensuite entailler la gomme, puis les faire sauter. Donc là sur cette partie-là, je suis en train de faire des entailles pour pouvoir retirer en fait les parties qui se trouvent entre les entailles, qu'on appelle des clapes, pour arriver à une surface qui ne sera pas celle de terminale, pas celle de finition, mais l'entre-deux, ça veut dire qu'on va laisser suffisamment de matière pour pouvoir venir par-dessus travailler, on appelle ça blanchir la face. Et en attendant, il faut réussir à faire sauter ces clapes, comme vous allez voir, mais sans retirer trop de matière, ce qui n'est pas évident. L'ensemble du travail du bois, en fait, répond à ces critères-là et à cette compréhension surtout de la matière. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que notre apprentissage dans le bâtiment ne nous apprend plus à comprendre la matière et en fait la machine, on vient en opposition avec elle, c'est-à-dire qu'on ne vient plus la comprendre et on vient juste lui imposer au final notre travail. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans les légendes urbaines qu'on a un petit peu, c'est effectivement les bois ont été séchés, ceux de Notre-Dame
ça a été séché forcément, mis dans l'eau, etc. Or, pas du tout. On est en train de se rendre compte en faisant des prélèvements dendrochronologie qu'en fait les bois étaient travaillés verts. Et ce qui paraît logique parce que quand on travaille avec cette méthode, si on travaille sur du bois sec, c'est juste pas possible. C'est possible, mais on va vraiment perdre un temps fou, on va abîmer les outils, et voilà. Alors que du bois vert se travaille naturellement bien. Et on parle souvent voilà, du recul sur les assemblages. Or, on voit bien Notre-Dame de Paris, 800 ans, il n'y a quasiment pas de recul, la charpente n'a pas bougé. Je pense que ça fait ses preuves. Et on voit bien par bout. Là, on va dire c'est le trait de ma section finale. Et on voit bien que j'ai laissé à peu près 5 mm de matière que je vais maintenant venir retirer par le dessus. Donc là, on arrive sur l'étape qu'on appelle blanchir la face. C'est-à-dire arriver à l'état de surfaçage fini de la poutre. L'idée, c'est qu'on va reproduire toutes les étapes que vous avez vues là sur les 4 faces pour arriver à une poutre carrée. Donc là, je viens de me passer au-dessus de mon trait et je vais descendre en fait. Je vais descendre la fibre. C'est-à-dire que je vais prendre un copeau et je vais essayer de le descendre un maximum jusqu'en bas pour le faire sauter. On voit le trait. Alors l'idée c'est de vérifier à l'aide d'un niveau ou d'un fil à plomb. À l'époque c'était un fil à plomb. Notre aplomb. Et là on voit bien que je peux encore. Alors à l'œil on a l'impression que tout va bien. Au final je peux encore gratter au moins un bon centimètre et demi. Donc quand on a un œil qui est très très aguerri, on peut se rendre compte. Mais globalement il faut mieux utiliser un niveau pour être sûr que ces faces soient carrées. Alors en fait on a des chiffres intéressants du XVIIe siècle où en gros on va calculer ça avec une surface de finition. C'est-à-dire qu'à l'époque la référence c'était 2 mètres carrés de surface finie à l'heure. Ça c'était à l'époque, c'est Gustave Osselet, c'est le 18e, 19e. Et nous aujourd'hui on est approche avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Il y en a qui arrivent à pousser à 2 mètres carrés de surface finie, mais globalement on est plutôt autour de 1,5 mètres carrés de surface finie. Mais c'est pareil, c'est des gars à l'époque, c'était des gens qui en faisaient toute l'année. Forcément on devient de plus en plus rapide parce qu'on connaît la matière, l'outil. Donc là pour l'instant, voilà, globalement la tendance pour quelqu'un qui en fait régulièrement, ce sera 1,5 mètre carré de surface finie à l'heure. C'est-à-dire pour une poutre comme ça, ouais, 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Et c'est globalement c'est largement viable, quoi. Bien sûr il y a le facteur, on a tendance à se dire ouais c'est très physique, c'est très comment dire, ouais, c'est très fort comme effort, mais en fait pas du tout. Quand tu regardes bien, vu il y a des postures de travail, quand je suis sur la grume par exemple, et que je lance bien ma hache, etc., j'ai pas de force. C'est-à-dire que c'est l'outil qui travaille. Moi j'ai juste à le propulser en l'air et à le guider. Parce qu'on aurait tendance à penser, ouais, comme les bûcherons qui tapent très fort sur un arbre. Mais au final pas du tout. Ils savent envoyer leur outil, c'est différent. Comme avec la houe d'ailleurs. La houe on aurait tendance à penser qu'il faut absolument taper fort. Pas du tout, c'est des outils de propulsion. La hache elle est propulsée en l'air. Et après je la guide seulement et c'est elle qui travaille, c'est son poids qui fait le travail. Moi mon effort il est là, en levant et en guidant. Alors il y a des gens qui veulent vraiment arriver où il n'y a plus la trace. Et c'est vrai qu'entre nous on a un peu le truc en mode ouais regarde c'est vraiment la finition parfaite. Et la plupart des gens quand les clients ils arrivent sur le chantier, ils disent, quand c'est un peu dégueulasse, ils disent ah mais c'est génial, il y a les traces d'outils. Et nous on est là genre putain. Sur les purs, là ils sont en attente parce que j'ai un stock et j'ai pas le chantier qui va avec. Mais sinon non c'est directement taillé, directement sur épure. Effectivement il y aura peut-être un peu de retrait, mais normalement, c'est ça qui est magnifique avec la charpente, c'est que les assemblages globalement ils absorbent en fait. Il n'y a
Après, c'est vrai que c'est impressionnant le recul. Des fois, on voit sur des bâtisses, mais ça absorbe, c'est un matériau qui est flexible, qui est l'inverse exact de la maçonnerie qui est vraiment figée et contrainte. Là, pour le coup, c'est juste démentiel. Sur l'entrée de la cathédrale de Notre-Dame, on a retaillé là, ça fait 14 mètres de large. Et quand on l'a équarri, après on se mettait dessus et genre c'est ultra flexible. Ouais. Ah ouais. Les gars, tranquille. Bah ouais, non mais c'est ça. Donc voilà. Avec l'association Au fil de la hache, ce qu'on voudrait en tout cas du coup c'est vraiment diffuser ces savoirs. C'est-à-dire que ça reste pas effectivement avec une catégorie de personnes, c'est vraiment qu'un maximum de gens se réapproprient ce savoir-faire, se réapproprient ce plaisir au travail. On va faire en sorte de participer à des événements, d'inviter les gens. En fait, l'idée c'est aussi de se retrouver, on voit bien avec la crise sanitaire, les gens ont soif de ça, on a envie de refaire des fêtes, on a envie de repartager des choses. Et le savoir-faire et les outils sont des liens, sont des méthodes et des moyens de lien pour retrouver des discussions, etc. Parce qu'on a tous une histoire avec un outil, on a tous une histoire avec un savoir-faire, avec un artisan qu'on a vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins je pense que les petits-enfants, ils auront moins le truc de dire « Ah bah oui, grand-papy, il a fait ça, etc. » Parce que bon, c'est moins gratifiant, il y a un côté ingrat. Donc c'est retrouver ces choses-là. On fera en sorte aussi de participer peut-être avec de la rénovation du bâti ancien de temps en temps, de manière bénévole, parce que comme on dit toujours, nous c'est pas l'argent qui nous intéresse, c'est vraiment les valeurs, c'est vraiment la culture et le patrimoine. Donc c'est une façon aussi de participer et aussi de s'impliquer dans la vie locale et avec les gens, quoi. Donc pour l'instant on est basé à Saint-James, on va essayer de faire les choses beaucoup en local, mais on sera amené à... Alors Saint-James en Normandie, 5240, attention, et c'est pas Saint-James. Quand on est arrivé ici, les gens, on disait aux gens « Ah, c'est bien Saint-James » et tout de suite ils nous reprenaient Saint-James, sachant que ça s'appelle Saint-James parce que c'est les invasions anglaises et ils ont donné le nom à la ville qui s'appelait Saint-Jacques-de-Beuvron à la base. Mais les gens avec leur accent ont décidé de garder Saint-James. Voilà, c'est ça exactement. Du coup les tricots Saint-James aussi, on ne dit pas les tricots Saint-James. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et on va suivre sur de nouvelles aventures. Complètement, ouais, sur les prochains chantiers, on essaiera de faire un suivi, puis sur pareil, les démonstrations peut-être. Carrément. Merci Paul. Allez, à la prochaine. Salut. Un grand merci pour avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. Si jamais ce travail vous intéresse, vous pouvez rejoindre le Tipeee et nous soutenir financièrement pour les prochaines rencontres. Un grand merci et à bientôt.